Bonjour à tous, bienvenue sur Le Panier, la première émission e-commerce, retail et commerce en France. Je suis Laurent Kretz et je suis très heureux de vous accueillir. 2 ans après notre premier épisode, j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Nicolas Rebé, qui est le fondateur de Retailoscope, cabinet de conseil spécialisé dans l'expérience client en point de vente, notamment dans la beauté, le luxe et la mode. Avec Nicolas, dans cet épisode Catch-up, on explore les grands changements du retail qui ont eu lieu depuis 5 ans, donc depuis la fin du Covid, puisqu'il y a eu des grands changements, des mouvements de plaques tectoniques. L'impact réel de l'IA, les outils digitaux en boutique, le rôle clé ou non, à vous de juger, du vendeur dans l'expérience client. Nicolas nous partage aussi ses benchmarks, ses inspirations, ses insights qu'il est allé glaner en Europe, en Asie, en Inde, aux États-Unis, et les signaux faibles qu'on peut voir arriver, et puis sa vision du futur. Un épisode riche, dense, qui, je l'espère, vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, et je vous souhaite une bonne émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Rebé, que j'avais reçu en 2022. En septembre 2022, ça va bientôt faire 3 ans pour un épisode. C'était l'épisode 183 sur le retail, puisque Nicolas est un expert du retail premium et haut de gamme, et le fondateur de Retailoscope, qui est un cabinet de conseil pour l'expérience client en point de vente sur les verticales principalement de la beauté, du luxe, de la mode et de l'horlo. Parfait. Je te propose dans cet entretien de revenir un peu sur ce qu'on s'est dit il y a 2 ans, dans les grandes lignes, de voir surtout ce qui a changé depuis, et puis de nous ouvrir les chakras sur l'avenir de ce point de vente, de ces 4 murs dont tu parles assez régulièrement, où il se passe énormément de choses pour raconter une histoire, pour vendre, pour peut-être en baser, justement, on se posera la question, où l'innovation a sa place, mais pas trop, c'est la question qu'on va se poser. On donnera un maximum d'exemples, parfois anonymisé, mais dans des maisons de luxe que tu accompagnes. Et ça promet d'être un épisode hyper intéressant. Je te l'ai expliqué en introduction, mais j'ai passé tous mes épisodes, donc 300, 350, en speech to text et ensuite dans ChatGPT pour les interroger sur différents sujets. Et je lui ai demandé quelle était la conclusion de l'expérience, de notre premier épisode. Et la conclusion était: l'expérience client mémorable ne nécessite pas forcément de gros moyens. Un vendeur bien formé, un espace bien pensé, quelques touches différenciantes suffisent à créer un moment marquant, mais ça va bien plus loin que ça. Peut-être que tu peux te présenter, raconter un petit peu ton parcours et me dire ce que fait Retailoscope pour commencer. Écoute, merci et bienvenue, merci pour ton invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Si tu veux, Retailoscope, nous aujourd'hui, on accompagne les maisons luxe et beauté sur l'expérience client en point de vente. L'idée derrière, c'est de surtout leur apporter en premier lieu une connaissance mondiale et à travers des veilles stratégiques, de leur donner comme ça cette ouverture, parce que les équipes en ont malgré tout besoin, et derrière on les accompagne également sur des projets d'expérience, de design d'expérience, stratégie VIC et tout aujourd'hui ce genre de VIC, Very Important Client. On va y revenir, je pense, plusieurs fois durant l'épisode. Et l'idée derrière tout ça, c'est de voir que le retail change malgré tout d'année en année, parfois même de mois en mois, et au sein d'une maison, on a toujours besoin de cette connaissance. Et les équipes n'ont pas forcément le temps de faire de la veille et de mêler justement développement de nouvelles expériences et cette veille hyper importante pour elles aujourd'hui. Donc ça fait partie des missions que tu proposes, la veille stratégique. Oui, la veille stratégique que l'on fait pour des clients, soit vraiment dédiés à un projet en amont de projet, soit tout au long de l'année pour amorcer avec les équipes des discussions en fonction de leurs besoins, et aussi en physique, parce que c'est bien de faire des choses dans une salle, ou en tout cas d'aller voir ce qui se passe en 1h30 en Chine parfois, mais d'aller sur le terrain et de se rendre compte par eux-mêmes de la réalité et de ce qu'un client réel vit aussi est extrêmement important. Et une fois qu'on a eu cette connaissance... juste en pratique sur ce point-là, c'est du client mystère, c'est du... Pas forcément. C'est pas forcément du client mystère, et c'est justement là aussi la beauté, c'est de pouvoir mixer, on va dire, parfois du client mystère, et pas toujours, et des rencontres, des vraies rencontres sur le terrain à travers ce qu'on appelle aujourd'hui des expériences day, où là, on va mixer plein de points de vue différents pour les collaborateurs, pour rencontrer à la fois de l'hospitalité, à la fois un retailer, rencontrer parfois même un artiste, ou en tout cas quelque chose qui va sortir de l'ordinaire
pour avoir une vision complètement exhaustive et ouvrir des pistes de réflexion. J'aime bien avoir ce rôle-là auprès des clients, ou de les emmener sur des chemins parfois où ils n'ont pas l'habitude. Chemin de traverse. Et une spécialisation, en tout cas une appétence forte sur parfum, beauté, mode horlo. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on travaille avec de nombreuses maisons qui sont sur ces sujets-là. Un petit peu de lifestyle, mais vraiment avec majoritairement, même si on regarde de toute façon dans nos veilles, tout un panorama luxe, premium, qui va être développé dans le monde entier. J'imagine qu'en termes d'innovation, et on va parler de clienteling, de CRM, d'IA, IA dans un magasin de luxe, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une boutique, qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que c'est des sujets sur lesquels peut-être dans d'autres verticales, on trouve des sujets d'innovation qui permettent d'ouvrir les chakras à ces maisons de luxe qui sont parfois garantes du... Oui et non, en fait, parce qu'on a vu qu'elles avaient testé énormément de choses en digital depuis le Covid et actuellement encore. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un recentrage aujourd'hui des innovations, plutôt focusé sur le vendeur, qui a besoin justement, je pense qu'on y reviendra durant l'épisode, mais de nouveaux outils, de simplifier, d'être mieux averti, d'être en relation aussi plus facilement avec ses clients, que de l'innovation pour de l'innovation, où là, on a un peu dépassé ça. L'IA, aujourd'hui, a une vraie demande, de toute façon, de la part des maisons. On a une posture qui est à peu près la même quasi sur l'ensemble des maisons, à savoir qu'elles ne doivent pas déposséder les humains. Et ça change assez fondamentalement entre le luxe et peut-être un autre type de distribution. Quand on va être sur de la distribution mass market, là, on va être très content que l'IA remplace des collaborateurs, réponde plus vite aux clients, ou puisse traiter un grand volume de demandes. Alors que dans le luxe, on va plutôt donner d'abord l'information à un humain qui va lui aussi le transmettre avec son savoir-faire, avec son prisme à un client. Le mindset est totalement différent et c'est intéressant d'ailleurs à regarder entre les deux types de Restons là-dessus parce que sur les 4 grands axes qu'on avait abordés lors de ce premier épisode, les 2 principaux, ou en tout cas les 2 premiers, c'était la symétrie des attentions. Je veux bien que tu reviennes là-dessus, c'est intéressant. Et ensuite, le vendeur comme advisor-centric, plutôt encore plus que client-centric. C'est vraiment le dernier maillon d'une maison qui est parfois plusieurs fois centenaire, dans laquelle on a une histoire et une culture totalement singulière, mais tout se transmet par ce dernier maillon auprès d'un client, d'un prospect, d'un visiteur, d'un amoureux de la marque. C'est l'importance de ce dernier maillon. C'est l'importance. Si on est sur du commerce physique, évidemment, on va avoir ce lien qui est extrêmement fort. Si on revient un tout petit peu post-Covid, ça fait 5 ans malgré tout, mais quand on fait un petit bilan par rapport à ce qu'on avait dit en 2022, on ne savait pas trop à l'époque où le digital et le e-com allaient nous emmener. Aujourd'hui, on voit que selon les secteurs, on est à 70-30, soit 80-20, selon les secteurs, entre majoritairement de toute façon pour du physique, et entre 20 et 30% sur du digital. Et là, la courbe tend à s'égaliser. Donc, il n'y a plus de progression. Voilà, ça s'est stabilisé. À se stabiliser. À se stabiliser, pardon. Ouais. Mais vraiment, on a les répartitions qui maintenant sont stables. Donc, sur ces entre 80 et 70% de chiffre d'affaires réalisés en physique, les clients reviennent donc physiquement au point de vente et ont des exigences qui ont augmenté aussi versus l'avant-Covid. Et là, on a un double effet, c'est-à-dire qu'on a eu aussi une perte, comme dans d'autres secteurs, type la restauration, de gens qui ont eu envie de changer de métier. Donc, une difficulté de recrutement, une difficulté d'avoir des très bons profils, et d'un autre côté, des clients qui sont plus exigeants. Donc, comment faire matcher les deux ? Évidemment, 100% des vendeurs qui étaient présents avant Covid ne sont pas partis pour avoir 100% de nouvelles équipes, heureusement. Mais en tout cas, il y a un challenge là-dessus pour pouvoir monter en compétence des néo-vendeurs. Et d'ailleurs, on va potentiellement on va très prochainement avec une école monter un cursus pour dédier et former des vendeurs pour les maisons parce qu'ils en ont besoin.
On voit en fait cette appétence. Et ça, pour que le client soit heureux en fait. Trop souvent, il en sait trop, enfin le client en sait plus que le vendeur, et le vendeur a parfois du mal, et puis des attitudes qui sont pas bonnes, malgré tout, encore et toujours. Donc il y a un progrès à faire. C'est intéressant parce que dans ces belles maisons aux savoir-faire ancestraux, tu as, je pense à l'Orlo, Oui. où c'est parfois, et pour certains, un monde de geeks, Aussi. où, tu le disais, parfois le client en sait bien plus, j'imagine, que le conseiller, on va l'appeler conseiller, ou le vendeur qu'il a en face de lui. Très clairement, même si le vendeur connaît et lui-même passionné d'horlogerie, il peut pas connaître l'intégralité des modèles du catalogue du maison. Est-ce que humainement, je comprends. Mais c'est parfois dérangeant. Et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est que sur certains types de réflexions, comment faire pour apporter le plus vite possible au vendeur l'information, un niveau d'information équivalent à celui du client. Et donc ça, aujourd'hui, ça peut passer par de l'IA, ça peut passer par de la reconnaissance de produits, des fiches produits qui sont beaucoup plus facilement accessibles pour le client, pour le vendeur, pardon. Et aussi de se dire, aujourd'hui, si mon client, j'ai envie de l'emmener dans un univers de la maison, être storytelling à fond. Et d'avoir ce niveau d'exigence que l'on peut avoir parfois sur des expositions, que l'on peut avoir sur le site, enfin pas mal de choses comme ça. Moi, j'ai déjà fait le comparatif entre une boutique, ce qu'on va raconter au client, et l'expo, et on voit la profondeur et la richesse de la maison. Et là, on voit un gap énorme. Je vais te donner un exemple. Alors, c'est pas dans l'horlogerie, c'est dans le parfum. J'ai rencontré un parfumeur créateur très connu il y a 15 jours. Il m'a présenté son travail et comment il avait imaginé le parfum. Le storytelling du parfum, vraiment. On a passé une demi-heure et vraiment, il nous a emmenés en voyage. Vous passez dans la même maison de parfumerie, tester le parfum avec un vendeur classique. Si tu en as 0,5%, voire 1%, c'est le maximum. Qui arrive à transmettre la même chose que le directeur de création, le directeur artistique. Voilà. Et là, je me dis, c'est dommage, parce que je pense que 100% quasiment des clients qui entendraient ce discours-là pourraient convertir plus facilement. Donc voilà, il y a un sujet de transmission de connaissances, d'éducation, comme on dit au sein des maisons, aujourd'hui, qui est fort à ce niveau-là également. Sur lequel il n'est pas évident de former. Alors quand on est une petite marque un peu niche, qui fait, je sais pas, quelques dizaines ou centaines de millions d'euros avec quelques dizaines de boutiques, versus, j'ai pas les chiffres, mais un grand nom, une grande maison de LVMH ou Richemont, et qu'on a plusieurs centaines de boutiques à travers le monde, l'éducation, l'onboarding, t'as dit quoi ? L'éducation, la formation des vendeurs, et en plus, dans un milieu où il y a quand même pas mal de turnover ou de rotation, c'est un réel enjeu. C'est un vrai enjeu, c'est comment apporter aussi de l'envie, gamifier un peu l'expérience, parce que maintenant il y a un vrai besoin là-dessus. Et ce qui m'a intéressé, je vois que certaines maisons passent un peu sur du snackable content, enfin bon, aussi font des types reels, font de ce genre de programme de formation, et on n'est plus sur une journée et demie assis dans une type salle de classe. À lire ou regarder des films de marque. Oui, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, il faut savoir s'adapter aussi au public que tu as en face, au type de consommation du public que tu as en face. Et je trouve que ce sont des bonnes initiatives. Faut répéter souvent, mais en tout cas, c'est facilement aussi utilisable dans une vie en boutique. Il y a des temps morts, mais il y a des moments de rush. Donc, c'est vrai que sortir quelqu'un une journée ou plus d'une boutique, ça peut être compliqué pour elle-même et pour l'ensemble de l'équipe. Alors que là, regarder des petites vidéos de 5 minutes ou lire des fiches. Moi, j'ai fait pour un client des types de fiches avec des concepts retail forts à connaître. Voilà, c'est une concentration de 5 minutes et tu lis ça et tu repasses à un client. Et donc, c'est plus facilement implémentable dans ta journée de conseiller de vente. Pour une grande maison de Jo et Ojo, on a fait une application vendeur justement de clienteling et storytelling avec cette approche-là, tu vois. On s'approche des usages qu'on a tous les jours sur TikTok ou Insta, parce que le vendeur est un humain comme un autre. Oui, bien sûr.
mais pour apporter ce degré de connaissance. Et tu as raison, tu l'as dit, je pense que la répétition, c'est crucial. Et le fait de pouvoir gamifier cette expérience pour pousser à cette répétition lors de lancement de nouveaux produits ou juste pour du rappel, hyper important. Mais on est entré directement dans l'un des points que je voulais voir, qui était le retour sur le rôle du vendeur, qui a gagné ou perdu en importance. Je voulais te poser la question, mais je pense qu'il a gagné, et c'est ce que tu es en train de dire. Il a gagné très clairement en importance. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, si le client veut éviter le système boutique physique, il peut le faire quasi à 100%. Hormis quelques marques qui refusent d'aller sur le e-com, mais en tout cas, on va dire qu'il le fait. Donc, s'il vient en boutique, il veut une expérience enrichissante. Et j'insiste sur le côté enrichissant, parce que les marques de luxe sont forcément riches en storytelling, mais il n'y a quand même pas que du storytelling pour du storytelling. Il y a une base, il y a un savoir-faire, il y a des produits de qualité sur lesquels on peut raconter un discours vrai. Tout n'est pas comme ça sorti d'une poche ou d'une imagination d'un créatif. Et donc, le client veut être enrichi aussi sur soi-même, parce que je ne sais plus qui a dit ça l'autre jour, je l'ai entendu et je trouvais ça très vrai. Le luxe, c'est aussi une façon de se déguiser. C'est de qui j'ai envie d'être et de qui j'ai envie de montrer, enfin, qui j'ai envie d'apparaître auprès des autres. Et donc, tu dois t'enrichir pour te connaître toi-même. Et si le vendeur ne fait pas ça, à dire te pousser un petit peu dans tes retranchements de goût, ou tes retranchements stylistiques, ou tes retranchements pour dire « Ah bah tiens, on m'a fait découvrir quelque chose et je ne pensais pas que j'apprécierais tel ou tel point », on est sorti enrichi. Tu as appris quelque chose sur une complication ou une montre particulière de par son histoire, de par plein de choses. Voilà, là, tu en es ressorti aussi enrichi. Que tu achètes ou tu n'achètes pas, hein, finalement. Quand on achète, c'est mieux pour les marques. Mais dans l'idée, c'est ça aujourd'hui que le client veut savoir. Et une vente uniquement transactionnelle de « vous voulez un produit, je vous le donne, bon bah voilà, ça fait tant, merci », et potentiellement, en plus, tu donnes ton adresse mail pour rentrer dans le CRM, bon bah, peut-être que la qualité sera satisfaisante, parce qu'on va te dire que oui, c'est ce qu'on attendait, on n'en attendait pas plus, mais justement, aujourd'hui, on a besoin, et le client veut ce petit plus, qui va faire aussi, qui va se sentir unique, et ainsi de suite. Il y a cette volonté vraiment, Eric Brion le dit, et j'aime beaucoup sa phrase, c'est aujourd'hui tous égaux, tous VIP. Je l'utilise très souvent, mais c'est... Elle est de qui, pardon, j'ai pas entendu. Eric Brion, directeur du Journal du Luxe, qui dit voilà, tous égaux, tous VIP, parce que les plus jeunes notamment, et les Z, veulent se sentir VIP, chouchoutés. Et l'autre jour, j'ai fait un article là-dessus où je me suis dit, en fait, c'est du quality time qu'il faut mettre plus que du tous VIP, parce que de toute façon, l'égalité exacte entre tous les clients, c'est pas possible. Et c'est économiquement pas responsable non plus. Un client qui dépense X millions d'euros à l'année, qu'on passe plus de temps avec lui versus quelqu'un qui en mettrait 2000 ou 3500 à l'année, je comprends ça parfaitement. Mais la qualité de l'expérience, la qualité de la relation que tu vas avoir entre quelqu'un qui va faire 3 achats à 500 euros, on va dire, et quelqu'un qui va faire des achats à plusieurs millions d'euros par an, doit, à mon sens, être quasi équivalent, parce que c'est un client. Et là, oui, on a cette qualité de l'échange et de prise en compte de l'humain qui doit être extrêmement important. Et donc, il faut lui donner aussi tous les enjeux et tous les moyens pour faire ça. Ce vendeur, on lui demande énormément de choses. Ouais. Et son rôle a explosé, évolué, s'est transformé, s'est modifié au cours de ces dernières années. Dans le luxe, dans le premium, mais ailleurs aussi. Mais là, on parle de descendant. On lui demande de plus en plus de faire de l'ascendant. Vers le client. De récolter de l'information du client pour en baser, pour enrichir, qualifier une fiche client dans un CRM, de faire du clienteling quand le client revient pour savoir s'il a visité ou non, s'il a acheté ou non telle ou telle boutique, tel ou tel produit. Et nous, de par notre expérience chez Cosa Vostra, parce qu'on accompagne pas mal de maisons premium et luxe,
on voit parfois deux camps qui s'affrontent, le camp de l'activation de la data du CRM et le camp de la tradition, les gardiens du temple. Et évidemment, c'est comme toujours une question de curseur, jamais noir, jamais blanc. Tu as une vision là-dessus. Qu'est-ce que tu constates alors, chez tes clients ou dans l'univers que tu étudies Alors, ça me fait sourire parce que tout dépend maintenant que j'ai un pied quasiment des deux côtés, je vois l'un et l'autre ce qu'ils veulent dire. Si je me place du côté du conseiller de vente en boutique, c'est vrai que parfois on peut se sentir dépossédé de cette relation humaine que l'on va avoir avec le client parce qu'on a mis du temps, parce qu'on l'a fait sur un carnet, parfois très personnel. Enfin, et oui, c'est une méthode qui a fonctionné pour si elles étaient bien faites, extrêmement depuis pas mal d'années. Je discute régulièrement avec un grand vendeur haute joaillerie dans une maison où lui a une dizaine de clients maximum. Quand il est à 10, il est content. Par an. 10 il par an. suit uniquement 10 clients. Okay. Lui, c'est VII ici. Quoi. Oui, là, c'est VII ici, pardon. Il n'est pas à Paris, mais vraiment, c'est du top client. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que ces informations sur ses clients qu'il a pu récolter parmi plein de moments. Ça peut être mon client passe boire le thé un après-midi et je passe 1h30 avec lui sans avoir directement une action commerciale. Ça peut être de passer 3 jours sur son yacht à Saint-Barth avec le client parce que le client a voulu vous inviter comme un proche finalement sur son yacht. Donc ça, c'est pareil. Mais ça, ce ne sont pas des sujets que tu vas mettre dans le CRM. Tu le gardes pour toi, tu le gardes à la limite dans un petit classeur personnel, mais c'est pas quelque chose que tu vas mettre... voilà. Après... 10 clients par an. Oui. Voilà. Mais je pense qu'il y a un... Mais le niveau de personnalisation et le niveau de connaissance, j'ai des vendeurs... Alors, c'est pas cette personne-là, mais d'autres vendeurs qui m'ont dit... J'ai une dame qui m'a dit... Elle lui a demandé si elle devait se séparer ou pas de son mari. On en est à ce niveau d'intimité en disant, mais on se connaît depuis 10 ans, tu connais ma relation, machin, je reste avec lui, je reste pas avec lui, quel est ton point de vue ? On dépasse le rôle du transactionnel, mais là, c'est quasiment, ça devient un ami à qui on fait confiance. Mais c'est pas un cas isolé, hein, de peut-être de rentrer autant dans l'intime. Et donc ça, c'est la partie... je dis pas que tous les vendeurs conseillent des clients savoir s'ils doivent rester ou pas en couple. Mais en tout cas... c'est cette côté connaissance, oui, proche et humaine de la personne que tu as en face de toi. Après, il y a la personnalisation un peu moins forte. Et donc, oui, le client a été intéressé par telle pièce. Et dans ce cas-là, qu'on le mette ou pas dans le CRM, pour moi, ça me choque déjà beaucoup moins parce qu'on est là sur de la transactionnalité entre la marque, le vendeur, il y a un triangulaire entre le vendeur, la marque et la maison. Et oui, avoir cet intérêt de savoir que la semaine dernière, on a cette connaissance client omnicanal aujourd'hui qui est une base qui est assez vraie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait plusieurs boutiques de la même maison. Je n'ai pas acheté, mais j'ai aucun vendeur qui m'a demandé mes coordonnées. Donc, j'ai pu faire 3 fois ou 4 fois mon même speech. Et de toute façon, j'ai eu 4 réponses à peu près différentes. Mais là, je me suis dit, s'ils avaient 1 ou 4 mis mes coordonnées dans le CRM, ils auraient vu que j'avais fait 4 fois la même boutique. Quels sont les freins que tu rencontres quand tu abordes ce sujet ? Les freins, alors, ce que j'ai vu... Tu as une super expérience dans une maison incroyable où un vendeur va te raconter, un conseiller va te raconter une histoire de la marque et des plusieurs centaines d'années à construire, je sais pas, des malles. Il y a un moment où il doit l'interrompre pour dire, bon, est-ce que je peux vous demander quelque chose qui vous permet de identifier, tu vois, un email, un nom, un prénom, une date de naissance, j'en sais rien. Et ça peut casser une histoire. Donc, quand il n'y a pas de vente, parce que quand il y a une vente, c'est facile. Laissez-nous un email et vous aurez en avant-première, blablabla. Donc, quels sont les freins que tu rencontres ? Pourquoi ? En 2 ans, je l'ai vu de plus en plus intégré au cérémonial de vente, malgré tout. Quand le client n'achète pas. Ah ! Voilà. On voit que ça progresse. Il y a 2 ans, il n'y avait aucun vendeur qui, globalement, te demandait tes coordonnées quand tu n'achetais pas. On te donnait une carte sur laquelle on avait griffouillé un prix et potentiellement une référence, mais on ne savait pas trop à quoi c'était. Aujourd'hui, il y a des outils qui aussi te permettent de pousser les pages produits, de pousser les descriptions produits soit en PDF, soit directement sur un lien. Et donc, régulièrement, ça m'arrive, on me dit... Donnez-moi votre numéro WhatsApp.
ou avec le QR code, il se scanne en fait ton QR code WhatsApp pour derrière te pusher les infos. Et donc, c'est un hook qui, moi, je trouve est intéressant pour pouvoir capter soit du mail, soit un numéro de téléphone, commencer la partie recrutement CRM, et derrière, après, t'envoyer les communications. Et si tu as donné ton accord implicite pour donner ton numéro de téléphone, forcément, tu es RGPD compliant parce que derrière, oui, si on vous a poussé une première, c'est que vous étiez d'accord. Enfin, je ne suis pas spécialiste de ça, je ne rentrerai pas dans ce détail de RGPD, mais c'est la démarche qu'on voit de plus en plus aussi. Petite pastille que j'ai enregistrée récemment avec Wax, que vous trouvez sur GetWax, qui est un outil qui permet de faire du CRM sur WhatsApp. Et WhatsApp est très bien bordé sur le sujet, puisque en gros, on ne peut pas faire de spam. Tu chauffes l'envoi de messages. Si tu as trop de réponses négatives, je n'accepte pas, tu es bloqué. Et en plus, quand une nouvelle conversation arrive d'un WhatsApp professionnel, tu dois... elle arrive quand même et tu as la possibilité de la refuser ou de l'accepter. Donc là-dessus, c'est assez bien bordé. Le hook WhatsApp, il est intéressant, effectivement. Il est en plus moins vieillot, moins, je sais pas, qu'un email ou qu'un... Voilà. J'ai écouté un podcast justement il n'y a pas longtemps et la personne disait aujourd'hui en fait mes SMS aujourd'hui ne sont quasiment que de la pub. Je peux te montrer les miens, c'est exactement la même chose. Donc je les ouvre plus ou quasiment plus, le bon vieux SMS pourtant qui coûte très cher quand on veut faire des campagnes SMS. Le mail, on passe plus ou moins à côté et en fait il y a une interaction totalement naturelle dans son environnement WhatsApp et c'est vrai pour les services clients aussi. Le premier truc que je regarde quand il y a un service client à contacter, c'est si je peux pas le faire par WhatsApp parce qu'il s'inclut dans un fil extrêmement personnel si j'ai une réponse même quelques heures après, c'est pas grave si je l'ai pas en live, mais en tout cas oui ça s'intègre plus facilement et j'ai des numéros de vendeurs ou autres avec lesquels je peut ou potentiellement échanger et envoyer un numéro et envoyer une demande. Ouais. On avait fait une étude et des insights conso dans la haute Orlo. Haute Orlo, c'est des tokens à 15 et bien plus, entrée de gamme, on va dire. Et on avait parlé à Laurent Picciotto de Chronopassion qui me disait qu'il y a une bonne partie de ses clients, et donc qui achètent pas des centaines, mais peut-être quelques montres par an à 20, 50, 100, 200, 1000, pour lesquels la conversation se faisait uniquement sur WhatsApp. Oui, ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu l'as en stock ? Montre-moi des photos et envoie-moi un lien de paiement. Surtout sur des modèles uniques. C'est encore plus vrai sur du preloved parce qu'on sait que c'est comme une voiture. Hein. Finalement, tu as le modèle qui t'intéresse. Du preloved ? Oui. Explique-moi. Quand on dit, on parle souvent dans l'orlo de pre-owned, mais là c'est du pre-loved, donc c'est aimé avant même sa sortie, quand c'est souvent des petites capsules en quelques... Non, en fait, le pre-loved c'est l'équivalent à un pre-owned, de façon un peu marketing, de dire, j'aime bien l'expression, c'est la seconde main. Voilà, on va quand même le dire. Ah oui, d'accord, donc c'est du c'est un autre... C'est quelqu'un qui l'a aimé le produit avant toi, okay. Pour pas dire que c'est la seconde main. Mais oui, parce que c'est un produit, un prix à un moment. Et tu rencontres le triptyque, tu y vas ou tu n'y vas pas. Comme une voiture de collection ou d'occasion, tu as une Porsche qui arrive sur le marché à tel prix, tu l'achètes. Un appartement, c'est la même chose. Quand c'est un modèle qui est suivi, que tu as théoriquement ou pas du stock en boutique, mais quand on a du stock, à la limite, c'est pas grave. Quand on t'appelle pour un certain type de montre, alors on t'appelle un petit peu moins maintenant parce qu'il y a un peu moins de liste d'attente, très clairement, sur l'horloge, versus il y a quelques mois de ça. Mais quand on t'appelle pour avoir une couronne, généralement, on l'appelle, tu prends pas. Si tu ne prends pas, ça sera le client d'après sur la liste. Donc, c'est vraiment ces moments-là où il faut y aller quasi comme des enchères, c'est maintenant ou pas. Alors, tu as parlé des outils, on a parlé de clienteling, de CRM, tu as parlé du hook WhatsApp. Dans ces outils, depuis qu'on a enregistré en 2022, l'IA existait déjà depuis bien longtemps, mais ça s'est accéléré de ouf, évidemment. Quelle place de l'IA dans la boutique ou dans les parcours retail ou omnicano luxe ? Alors, dans le luxe, c'est encore en développement. On va pas dire aujourd'hui que l'IA s'est développé de façon extrêmement forte. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont basés sur l'IA et qui marchent très bien pour les équipes de vente. Typiquement, des messages qu'on va commencer à pré-écrire qui sont personnalisés ou en tout cas semi-personnalisés. Et le vendeur va mettre un petit peu sa patte finale et pouvoir pousser au client. Ça, c'est vrai.
on va avoir des recos produits en fonction du produit que le vendeur apporte au client, il le scanne. Et là, tout de suite, automatiquement, on va avoir des aides comme ça à l'appel. Autrement, c'est encore balbutiant parce que justement, on ne veut pas déposséder aujourd'hui le client, le vendeur de sa connaissance. Et donc, on va lui apporter des choses par l'IA. On l'empower. Alors, j'ai horreur le vendeur augmenté, j'ai horreur de ça comme notion. Mais oui, dans l'idée, c'est un peu ça. Parce que tu vas lui apporter de la connaissance, en temps réel déjà, pour être plus personnalisé aussi dans le parcours client avec ton client. Et c'est un peu on parlait tout à l'heure, tous via ici, on ne peut pas faire de la perso à l'échelle, mais c'est un peu le cas que l'IA le permet. Enfin, d'une façon ou d'une autre, l'IA le permet. Chers toutes, chers tous, on a dû interrompre l'épisode, mais on le reprend exactement là où on s'est arrêté. Il y a 15 jours, pour vous, ça fait quelques secondes, mais pour nous, ça fait 15 jours. Donc, on vient de réviser la suite du programme. On a parlé des outils, on a parlé de clienteling, on a parlé de WhatsApp, de CRM, de l'évolution du vendeur en boutique, de sa formation. Moi, je voudrais maintenant enchaîner sur la place de l'IA et de l'INO dans la boutique. L'IA, on en parle beaucoup, bien entendu, comme un peu partout dans toutes les industries. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est qu'en fait, le luxe est finalement pas en retard par rapport à d'autres industries. Autant elle a été en retard sur une forme de digitalisation, on parle de ça il y a une dizaine d'années, autant là, on a vraiment pris le mouvement et vraiment, j'invite les auditeurs à regarder l'étude de Bain et Comité Colbert qui est sortie en septembre dernier sur le sujet où justement, il y a plein de use cases qui sont écrits. Je ne sais pas si on l'a présenté dans la première partie de cet épisode. Le Comité Colbert, c'est un rassemblement de marques. Voilà, c'est le comité français qui rassemble les maisons de luxe et qui a travaillé quasi toutes les années maintenant avec le cabinet Bain & Company qui propose toutes les années un éclairage sur une partie des tendances sur le luxe. Et donc, en septembre dernier, ils ont travaillé sur une étude sur l'IA et le rôle de l'IA qui est extrêmement intéressant. Et si on en retient quelques enseignements, c'est qu'aujourd'hui, les maisons testent beaucoup dans plein de sujets. On commence à avoir vraiment des use cases définitifs qui émergent. Il y a toujours cette connaissance en termes de qu'est-ce qu'on donne à la création, qu'est-ce qu'on donne à des supports beaucoup plus opérationnels et aux opérations type logistique ou vente parfois. Évidemment, ce sont des use cases un peu plus faciles et moins politiquement touchy par rapport à de la créa. Mais en tout cas, on arrive là-dessus. Si on se focus un peu plus sur la boutique, on voit qu'il y a des outils qui sont basés sur l'IA et qui vraiment deviennent des compagnons des vendeurs. Et un nouvel outil à leur disposition qui peuvent être de la recommandation de produits, mais vraiment la personnaliser avec la connaissance qu'on va avoir. En live, en boutique. Oui, en live, en boutique, on peut avoir ce genre de sujet. On peut avoir aussi de la génération de textes, de messages pour le client en fonction de ce qu'il a acheté sur du messaging. On en parlait sur WhatsApp notamment. Donc, il y a ces outils-là qui arrivent. Elle teste beaucoup et Comité Colbert et Bain estime que de mémoire, à 2-3 ans, on va avoir énormément de nouveaux use cases qui sont passés de l'état d'innovation au déploiement. Et ça peut toucher l'ensemble des métiers, au-delà de la vente pure du retail. Mais voilà, ça arrive en fait, ça commence vraiment à être implanté. Est-ce que tu as des exemples dont tu peux nous parler ? Je pense au visual search, au fitting, l'essayage virtuel. L'essayage, ça reste encore très touchy. C'est peut-être sur du e-commerce, ça fonctionne, mais on a en tout cas une forme de représentation. On l'a sur du virtual try-on, sur de la beauté, on l'a sur de l'horlogerie, on a sur ce genre de produits. Sur de la mode, c'est encore un peu plus difficile d'avoir un rendu. Après, on a aussi tout ce qui est Snapchat avec ses filtres qui permet de... Mais ça donne une intention. On reste sur l'intention pour moi.
le vrai usage efficace de l'IA aussi, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une maison, c'est la capacité à optimiser les datas et à mieux comprendre les datas de vente. Typiquement, voilà, d'avoir des rapports beaucoup plus faciles à lire, ou en tout cas, on va tout de suite relativement vite détecter les anomalies. Ça, l'IA peut le faire et pousser une info qui avant était sous forme de tableau, maintenant déjà beaucoup plus opérationnalisable auprès des équipes. Et ça, c'est pas une IA qui va être GenAI, enfin tout ce genre de choses qui va faire un effet waouh. C'est vraiment tous les matins de savoir quels sont en 5 minutes au lieu de 25 tes focus de la journée. Voilà, donc ça guide, ça aide et c'est de l'opérationnel pour l'instant qui fonctionne bien. Ouais. Est-ce que l'acheteur premium ou luxe qui entre en boutique, il en a envie d'être confronté? Est-ce que tu n'achètes pas une expérience quand tu vas t'acheter une... Si, et justement, en fait, aujourd'hui, l'IA, elle n'est jamais mise dans la main des clients. Elle est toujours côté conseiller de vente, côté maison, en fait. Et de manière discrète. Et de manière discrète. Et je pense qu'on y reviendra aussi sur la partie outils qui est le quiet innovation, le quiet tech. Voilà, aujourd'hui, on en voit moins. Et là-dessus, oui, le client ne veut pas, et d'ailleurs c'est quelque chose qui ressort de l'étude aussi, avoir dans les mains, et les maisons ne veulent pas parce qu'elles ne savent pas non plus exactement, elles ne maîtrisent pas totalement l'IA encore aujourd'hui, donc ça ne correspond pas à l'ADN et au code de la maison, donc on préfère le garder pour soi et maîtriser les outils internes. Voilà, LVMH l'année dernière sur Vivatech avait présenté pas mal de use cases, alors après ça reste de l'innovation vitrine et qu'est-ce qui est réellement mis en place. Faut toujours se poser la question derrière, mais en tout cas oui, on voit qu'il y a des essais qui sont faits. Ok, intéressant. On a aussi parlé dans ce podcast à différentes reprises de retail augmenté. En fait, le retail augmenté, c'est faciliter pour moi avant tout ton parcours d'achat qui peuvent être du drive to store, enfin d'une façon ou d'une autre. Ça peut être après le chim from store où c'est vraiment la boutique qui va envoyer au client tout ce genre de choses. Et là, on est sur de l'omnicanal, une vraie complétion entre l'omnicanal digital et offline, pardon. Donc ça, oui. Après, les expériences digitales pour faire de l'expérience digitale, ça a vraiment baissé. Et c'est les outils qu'on va mettre dans les mains des conseillers qui, là, va augmenter. Et tu vois, on le voit sur quelque chose que j'aime bien regarder, qui est les diagnostics de peau, sur la beauté. Ça, ce sont des outils qui, maintenant, sont relativement stables. Ils sont apparus il y a 3-4 ans. Et là, on est à maturité. Mais comment on va présenter les résultats au client, ce qu'on va lui dire, ce qu'on ne va pas lui dire, parce que quand on présente au client son visage avec plein de points rouges, plein de points verts, plein de points de tout ça, il y a besoin d'éducation autour. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, ça peut faire peur en disant « Oh, c'est horrible, j'ai une peau affreuse ». Heureusement, non. Mais dans l'idée, c'est comment tu vas le présenter. Et si tu présentes juste le résultat du digital, ça fait extrêmement peur. Et ça peut aussi parfois, si elle est bien faite, donner des arguments commerciaux au conseiller de vente, parce qu'il dit voilà, là, on vous montre que physiquement, il se passe des choses et pas uniquement par un discours. Ça renforce le pouvoir. Si c'est mal fait, ça peut être vraiment contre-intuitif et contre-productif pour la maison, avec une cliente qui a peur et qui se dit non, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est horrible, je comprends pas, et dans ce cas-là, la vente est cassée. Donc c'est ça aussi, il faut faire. Je trouve que c'est un bon exemple de l'enrobage humain que tu vas avoir sur ce type d'outil qui est bien ou mal fait. Ok, intéressant. Donc, mais ça reste focusé sur des usages très, très spécifiques. Ok. Et ce que tu disais un peu plus tôt, c'est la data. La data aujourd'hui, une valeur forte, en usage discret par le vendeur ou l'équipe de vente ou la boutique. Tu as parlé aussi de recommandations. Ça, j'imagine que ça peut être assez intéressant quand tu as des outils, des tablettes de clienteling où on peut naviguer dans une collection pour pas forcément sortir des crèmes ou des bijoux ou des vêtements. Oui, alors c'est plutôt encore une fois, c'est de l'intention. Ouais. Ça va être soit pour le conseiller de vente qui, lui, n'a pas forcément en tête l'intégralité du catalogue, on va lui proposer, et donc il y a une machine qui va lui pousser 5 articles phares qu'il doit absolument, en tout cas, à minimum proposer à son client.
Ça, c'est des choses qui sont effectivement utiles. Le client, ça peut être dans des phases d'attente, où là, mais même ça, en fait, ces outils-là, on pensait avoir un réel intérêt il y a encore 1 an, 2 ans, baisse. Et finalement, je ne vais pas dire qu'on revient à du papier, parce que ce n'est pas forcément l'état d'esprit de remettre dans les... Mais un beau livre qu'on va proposer à un client sur une phase d'attente, oui, où on va le laisser, en fait, juste gentiment dans la boutique, découvrir par lui-même. Sunboarder dans l'univers. Sunboarder, ou apporter un contenu un petit peu différent, mais vraiment, la tablette qu'on met dans les mains, on ne le voit plus, et vraiment, ça serait presque étonnant d'avoir ce genre de device qui serait utilisé aujourd'hui. Intéressant. Est-ce que tu as des exemples de marques qui ont investi intelligemment sur le... ou de manière originale, en premium ou en luxe, sur les linos en boutique et qu'on pourrait aller... Sur de lino en boutique, c'est... Récemment, je veux dire, c'est compliqué à répondre comme question. Alors, c'est pas parce que je veux pas forcément citer de marque, mais... Ok, compris. Ouais. Nouveau chapitre que j'aimerais ouvrir, c'est un peu les tendances internationales pour ouvrir les yeux sur de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Oural, vers l'Asie. Est-ce que tu as des tendances ou des benchmarks inspirants sur des concepts qui t'auraient marqué Là, récemment? ce qu'on voit, c'est que, alors, il y a plusieurs mouvements en fonction des régions. Si on est plutôt Asie, le retail chinois ralentit au global. On le voit, un des malls de luxe, Plaza 66 à Shanghai, qui était un des premiers malls de luxe, a des boutiques complètement vides, des boutiques qui ferment. Et ça, c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, donc ce qui ne sont pas des bons signaux, très clairement, mais c'est quand même une réalité économique. Hainan, dont on pensait qu'il allait être un Eldorado, l'a été, mais de façon relativement temporaire, parce que c'est pareil, la consommation ralentit et ses destinations ralentissent. Même, je lisais avant-hier que les Japonais dépensent moins en Chine. Donc, il y avait une volonté, et les Chinois allaient au Japon. Enfin, il y avait pour consommer du luxe, et finalement, ces échanges-là se ralentissent également. Donc, finalement, l'Asie, Japon, Chine, Japon s'en tire sur son pays, encore pas trop mal. Enfin, sur son marché, pas trop mal. Mais la Chine, vraiment, a des vrais problèmes. En revanche, on voit l'émergence de la Thaïlande comme un nouveau pays qui reprend un peu le lead par rapport à Singapour sur l'Asie du Sud-Est. Singapour qui s'est un petit peu endormi aussi. En bourgeoisie Peut-être également un petit peu, mais en tout cas qui s'est un peu endormi. Et finalement, la Thaïlande booste pas mal, avec là pour le coup pas mal de nouveaux concepts qui sont apparus. Louis Vuitton a fait une boutique, mi-boutique, mi-expérience, mi-musée. Enfin, ça regroupe en fait énormément de choses là-dedans. À Bangkok ? À Bangkok, oui, exactement. Et en fait, on retrouve un peu des expériences qu'on va retrouver chez LV Dreams. On va avoir de l'hospitalité, on va avoir la partie boutique, bien entendu. Et vraiment, il y a une belle facture, il y a une belle expérience que l'on va avoir sur des nouveaux marchés. Tout à fait. LV The Place à Bangkok. Et juste à côté, le cousin Dior a également ouvert sa maison Dior, qui reprend un concept qui avait été déployé à Séoul il y a 2-3 ans. En fait, c'est un échafaudage c'est une coquille qui reprend la façade du 30 Montaigne, alors sur 3-4 étages, mais là, c'est qu'uniquement le rez-de-chaussée qui est ouvert, avec une boutique qui... Moi, j'aime beaucoup cette boutique parce qu'elle mélange vraiment les codes locaux avec beaucoup d'artisanat local thaïlandais et les codes bien français, bien 30 Montaigne, bien Dior finalement de la maison. Et en fait, ce qui m'a intéressé, alors évidemment, on a la partie hospitalité avec un café Dior qui a été développé. Et, oui, c'est exactement ça. Ok, je cherche dans Google Images, mais j'ai cherché Dior Bangkok et vous verrez du coup effectivement la façade. La façade est splendide. Il y a une réalisation, une qualité de la réalisation du retail design, du concept qui est très bon. C'est ouf, et ce n'est qu'une façade. En fait, c'est que c'est creux à l'intérieur. Uniquement la rez-de-chaussée qui est activable. Ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est que, comme je disais, en fait, tu arrives à avoir maintenant une fusion entre des codes locaux
et des codes de maison. C'est très vrai sur Dior, c'est pour moi un peu moins vrai sur Louis Vuitton. Mais on est encore en Asie quand tu parles On de est cette encore en fusion. Asie, Ouais. oui, mais au contraire, c'est qu'on a vraiment localisé, on a fait un Dior local, ou quasiment dans l'esprit, avec typiquement dans une des salles, tu as une cheminée qui est vraiment haussmannienne, classique, telle qu'on la connaît à Paris, qui a été réalisée en bambou tressé. Donc on mêle l'artisanat local avec des codes de français. Donc ça, c'est la première partie. Et justement, je trouve que là, on arrive à presque un nouveau mindset, parce qu'on a eu, pendant de nombreuses années, le même concept qu'on déployait partout dans le monde, vraiment quasi à l'identique. On a fait une phase où on avait de l'intégration locale, mais on avait malgré tout un concept un peu mainstream, mondial, au sein duquel on pluguait, on va dire, des touches locales. Et quelques maisons ont fait très très bien, hein, de toute façon, mais on avait quand même un fil rouge. Et là, on a toujours le fil rouge, qui est plus l'ADN, et la réalisation s'adapte au pays. Et donc, c'est comme une évolution, en fait, du concept entre 30 ans, enfin quasiment. Et voilà, donc cette partie-là, et c'est un peu vrai à New York aussi, et là on le voit avec... ouais. Avant de traverser l'Atlantique, si tu veux bien, est-ce que ça veut dire que les marques, en gros, ou que le consommateur local a plus besoin d'être à Paris quand il va chez Dior ou Louis Vuitton à Bangkok, a besoin de se sentir un peu considéré ? Oui, pourquoi cette fusion ? En fait, il y a un côté aussi prise en compte du client dans sa localisation, qu'on avait un petit peu moins avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'attractivité de la marque qui déployait, qui était une suprématie, on va dire, quel que soit l'endroit. Voilà. Avec l'émergence du marché chinois, on a vu l'importance de la prise en compte du local, qu'on avait un peu moins en plus sur des marchés japonais, parce qu'au départ, ils étaient très contents, au contraire, de s'adapter à une proposition très européenne. La Chine, c'est vraiment entre les deux, et là, on le voit, hein, des marques, et toujours le cas, qui arrivent un petit peu avec leurs gros sabots, on va quand même le dire, et qui essayent de mixer de façon pas toujours très à droite des codes locaux avec des codes de marque européennes. C'est un peu le cas aussi, on le voit au Moyen-Orient. Et donc là, la prise en compte des clients locaux doit se faire, et petit à petit, ça a fait changer l'état d'esprit. À savoir que oui, on a certes une vision mondiale de la maison, mais qui doit s'exprimer, c'est un peu du multilocal. Intéressant. Voilà. Ok. Et avant, encore une fois, d'aller aux États-Unis, entre nous et l'Asie, cette Asie-là, non, il y a l'Inde. Il y a l'Inde. Alors, l'Inde, c'est très compliqué, l'Inde, parce que il y a plusieurs visions encore. Il n'y a pas une vision mainstream pour l'instant de l'Inde en termes des différents experts qui en parlent. Moi, ce que je vois et ce que je peux analyser, c'est qu'il faut quand même commencer à mettre une empreinte. Quand je dis mettre une empreinte, on ne sera pas sur un déploiement massif. Parce qu'aussi, c'est un marché qui est différent fondamentalement de l'Asie type Chine et Japon qu'on a connu. En fait, il y a un artisanat et un luxe local qui est ancré très profondément dans la société, et ils n'ont pas eu besoin de nous, en fait. Ils n'ont pas besoin de nos marques européennes de luxe. 5 000 ans. Ouais. Voilà. Et en fait, ils ont un rapport au luxe qui est aussi un petit peu différent. Et certes, on n'a pas ce besoin statutaire de porter un luxe européen pour être dans la société. Et la société indienne fonctionne totalement différemment. Donc oui, il va y avoir ce besoin qui va être fait auprès de populations qui, par exemple, auraient vécu à l'étranger, qui reviennent. Ou pour compléter un luxe local, voilà. On va acheter du luxe européen ou américain. Aujourd'hui, si tu n'es pas présent, ça serait peut-être un peu dommage de ne pas commencer à regarder un peu ce que le marché va donner. Mais de là à faire un investissement massif et lourd sur le marché, ça semble encore un peu tôt. On va faire un épisode spécial sur le sujet avec une société qui s'appelle Indelux. J'avais reçu François Grouillet de Joja et qui a lancé une offre entre-temps sur l'Inde justement et l'approche de l'Inde. On fera un épisode sur le sujet, ça s'annonce passionnant, mais ce qu'on se disait récemment quand on en parlait, c'est que la même chose que toi, c'est en construction, c'est quand même culturellement très très différent de ce qu'on peut trouver en Chine, au Japon ou en Asie du Sud-Est, mais que tu as une classe moyenne qui a explosé
et je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on parle de 300 ou 400 millions de personnes. Le réservoir potentiel de consommateurs de luxe est énorme, mais le taux de conversion de ces populations à un luxe européen, pour l'instant, n'est encore pas confirmé. Il y en aura, forcément. Mais ça sera peut-être pas forcément le même relais de croissance qu'on a pu l'avoir en Chine. Non, c'est ce qu'on disait. Et d'ailleurs, il y a 20 ans, on se disait l'Inde, c'est la Chine dans 20 ans. En fait, on n'y est toujours pas. Et peut-être qu'on n'y sera jamais. Et quand on parle de classe moyenne, qui est plusieurs fois supérieure... La classe moyenne fait la taille de l'Europe, donc c'est donc plusieurs fois supérieur à ce qu'on a chez nous. Il y a les mêmes proportions qui existent pour les riches et ultra riches dans ce pays-continent. Passons de l'Atlantique. Donc je reste sur les concepts les plus marquants que j'ai pu voir, les différences de... Alors, Atlantique, bon, là, ces tout derniers temps sont quand même très contrastés et on ne sait pas trop exactement où le luxe, parce que le luxe, et j'en parlais avec des maisons à Watches and Wonders, typiquement la Suisse, donc Watches and Wonders, salon horloger de la haute horlogerie à Genève, c'était pile à l'époque où Donald Trump a annoncé un potentiel plus 30% sur les droits de douane à l'horlogerie suisse, donc là, ils avaient vraiment... une petite peur liée au marché américain. En termes de concept, en fait, pourquoi je voulais parler de New York tout à l'heure, parce que il y a Lacoste, donc notre belle marque française, qui s'est implantée et qui a ouvert un très beau flagship sur 5e avenue la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. Et en fait, on voit aussi que ils ont repris un peu ça, mais à la façon locale. Printemps l'a fait d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils ont ouvert Printemps New York à Wall Street, pareil. Et finalement, on va localiser une offre française, enfin un ADN français, avec une communication, une puissance relativement locale. Et Printemps, je trouve qu'ils l'ont fait... J'ai besoin que tu explicites. Ça veut dire quoi, une puissance relativement locale ? En fait, c'est que tu vas reprendre tes codes locaux, des symboles locaux, des façons de faire très, très locales. Notamment, là, j'aime bien la com du printemps qu'ils ont utilisé pour le lancement, où ils ont repris des taxis new-yorkais, brandés Printemps, et j'ai plus le slogan en tête qui a été utilisé pour le lancement, mais en tout cas, on avait vraiment ce mix entre l'ADN français et l'hyper local, avec le taxi et des symboles comme ceci. Ils ont réutilisé, finalement comme à Paris, un building historique avec une proposition très particulière en termes de retail, à savoir qu'il y a un apport pour le coup très français sur l'offre, avec de nombreuses marques qui n'étaient quasiment pas disponibles encore aux États-Unis, et ils se proposent comme un concept store français dans des lieux, dans un retail design très new-yorkais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont réutilisé un existant très local avec une proposition de valeur française, avec beaucoup d'hospitalité aussi. Enfin, des choses hyper intéressantes à ce niveau-là. Je parle de marques françaises là à court terme, mais en tout cas, Lacoste et Printemps, oui, sont deux ouvertures récentes qui m'ont intéressé sur nos marques. Ok, et si on parle d'innovation entre l'Asie et les États-Unis, est-ce qu'il y a un endroit où on innove plus, où on innove différemment ? On va innover un peu différemment parce que sur le retail américain, on va finalement avoir un peu moins d'innovation en tant que tel, parce qu'on va être aussi sur du transactionnel. Alors je dis pas qu'à la marge, tu vas avoir des innovations, encore une fois, sur le contact, le parcours client et ainsi de suite, mais on s'est vraiment, je trouve, calmé sur cette partie innovation. Et puis il y a aussi le luxe qui commence un peu à pâtir d'un manque de budget qu'on avait pu avoir depuis une année et demie. Donc on met moins de choses en place, si tu veux. En Asie, on le voit aussi qu'il y a moins de digital qu'avant. On a toujours une puissance WeChat avec des mini-programmes qui sont une vraie complémentarité de ton expérience magasin et de ton expérience de marque, un peu en général. Chaque marque et maison a son mini-programme sur WeChat au global. On voit aussi avec Tmall
qu'ils essayent d'avoir une complémentarité et j'aimais bien parce que quand j'avais interviewé une personne de Tmall, elle me disait en fait on devient aussi plateforme de contenu plus qu'uniquement une plateforme de transactionnel. Et donc tu vois qu'il y a un shift aussi de ce qui a fait Tmall sur notamment Luxury Pavilion, qui est vraiment la plateforme, contrairement à Amazon, qui a réussi à faire du e-commerce de luxe, multimarque, contrairement même à Farfetch. Enfin, voilà, on sait ce que ça a donné. Eux le savent, ont réussi, et maintenant, on fait du social, on fait de l'éducation, on fait du contenu non commercial, on va dire, un peu en direct. On enrichit le client final, on enrichit, crée une appétence à la marque. Et eux développent du physique aussi. Ouais, voilà. Okay. Qui Tmall. Okay. Tmall fait des événements aujourd'hui physiques avec ses clients en partenariat avec des maisons. Très intéressant. Il y a un sujet aussi, c'est une parenthèse, mais j'ai fait plusieurs épisodes avec l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche et de coordination acoustique, musique. J'adore ce qu'ils font. C'est génial. J'adore ce qu'ils font et je cite juste l'expérience qu'ils ont fait à Watches and Wonders parce qu'il y avait 3 expériences et ils étaient présents. Tu sais qu'on n'en a pas parlé lors de cet épisode parce qu'on s'est quitté un peu en coup de vent, mais j'y étais aussi, on aurait pu se croiser là-bas. On aurait pu, c'est dommage. Alors, pardon, on l'a dit tout à l'heure, je crois, je sais plus, mais le salon Watches and Wonders, c'est historiquement le SIHH, le salon international de la haute horlogerie, qui est un salon professionnel, donc B2B principalement. Les marques mais ouvert au public aussi, désormais. Désormais ouvert au public les 2 derniers jours, ouais. Et c'est un peu le Disneyland du luxe dans l'horlogerie. C'est ça. Et donc IRCAM avait effectivement une expérience intéressante. IRCAM avait, je ne sais pas si tu l'as fait, et ce que j'ai bien aimé, c'est le son des mouvements. En fait, on utilise relativement peu encore le son en boutique et j'aime bien justement, c'est pour ça que j'aime bien ce que fait IRCAM. C'est là-dessus que je voulais te lancer, son en boutique. Le son en boutique, et en fait, pour les personnes qui n'auraient pas fait l'expérience, c'est qu'ils vous mettent 2 mouvements horlogers avec un micro et vous écoutez au casque le tic-tac des mouvements. Et c'est un son, finalement, c'est une richesse qu'on n'entend généralement pas. Et j'étais bluffé, et c'est justement pour ça aussi, sur l'ADN de marque, tout le storytelling qui va avec, on peut mettre en place, grâce à eux, des nouvelles expériences, des nouvelles contrées, des nouvelles narrations de marque qu'on ne pouvait pas encore faire jusqu'avant, et ils ont fait aussi une douche sonore, enfin voilà, il y avait vraiment des choses... Alors la douche sonore, c'est quand même hyper intéressant. Quand on me l'a dit, je savais pas. Donc une douche sonore, en gros, c'est on se place, on marche dans un espace, et puis d'un coup on passe sous un espèce de haut-parleur mais spécial, et le son descend de manière verticale, droit sur soi, et 10 cm à gauche ou 10 cm à droite on n'entend rien, mais en plein milieu on entend. Et ce qui est intéressant sur le bruit du mouvement que j'ai adoré, c'est qu'il y avait un bruit qui était un bruit atmosphérique, je sais plus comment on dit, mais en gros le son est enregistré par les vibrations de l'air, et un autre qui était un son enregistré par les vibrations. Donc en gros on a capté les vibrations de la montre et du mouvement pour en faire un son. Je trouve ça hyper intéressant. Le son en boutique, est-ce que tu vois des expériences Le son en boutique, il y en a encore assez peu, de façon pérenne. Mais une activation justement qui avait été faite avec l'IRCAM, c'est pour les vitrines de Dior Montaigne à Noël, où là il y avait toute une scéno qui avait été faite, et on voit que ça amplifie l'expérience. J'avais bien aimé également chez Adidas sur les champs, où à l'entrée il y avait une mise en avant qui avait été faite, rugby de mémoire, enfin voilà, et on avait les sons du terrain, on avait l'arbitre, on avait tout ce genre de choses, et je trouve que le son, c'est quelque chose qui fait comme le paquet cadeau, en fait, qui vient enrober l'expérience qu'on vit en boutique. La musique, déjà, le fait très bien, et je travaille avec MusicWork notamment sur ces parties de création de playlists au bon moment, avec ça. Mais au-delà, là, c'est vraiment du son, en fait. C'est pas la musique. Mais finalement, on a encore assez peu. On l'a utilisé pour conter des histoires. Typiquement, j'avais fait une expérience avec Hermès sur leur lancement de leur dernier parfum. Mais c'était sur un pop-up. C'était pas forcément sur une expérience VIP ou autre. Où on écoutait l'histoire de Barenia, l'histoire du collier de chien chez Hermès, l'histoire de tout ça. Mais finalement, c'est une voix off. Mais ça contribue à laisser une trace mémorielle plus importante qu'uniquement de la vidéo.
une trace mémorielle plus importante. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'être désirable, de rester désirable aux yeux de son... j'allais dire consommateur, mais en tout cas de son visiteur en boutique. Je reviens sur l'IRCAM et le salon Watches and Wonders parce qu'ils ont fait autre chose. Ils ont sonorisé le stand IWC. Donc IWC est partenaire du film F1 qui sort cette année avec Brad Pitt. Et il y avait une ambiance, donc on disait musique ou son, mais en fait c'était une ambiance sonore. Et ça a été testé en retail, en boutique, pour apaiser, accélérer l'achat. Enfin, il y a plein d'expériences qui ont été faites qui sont hyper intéressantes et qu'on a creusé dans cet épisode que je vous invite à écouter. On l'a enregistré il y a quelques semaines, mais il est sorti il n'y a pas longtemps. C'était avec Fitness Park. Intéressant. Je voudrais, dans cette dernière partie, ou avant-dernière, parce que je te demanderai un peu quelle est ta vision de l'avenir, mais parler des signaux faibles qui annoncent des bascules que tu peux voir en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Il y a un truc dont on parle beaucoup en ce moment avec nos clients ou avec nos partenaires ou avec des influenceurs, des key opinion leaders. Le social shopping, le personal shopping, le live shopping, est-ce que le vendeur en boutique peut être amené à participer à des opérations de live shopping? Est-ce que c'est des call centers haut de gamme? Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Parce que ça fait partie de l'évolution du retail. Ça fait partie de l'évolution du retail. Après, ce sont des métiers très différents. Malgré tout, être un bon vendeur boutique et être un vendeur à distance nécessite quand même des compétences qui sont relativement différentes. Et pour l'avoir, en tout cas, pas forcément traité, mais évoqué de façon approfondie le point avec une société qui justement travaille pour les maisons de luxe qui sont des vendeurs à distance, autrement dit call center, même si j'aime pas les appeler comme ça, parce que là on est vraiment sur une boutique au téléphone en fait, c'est plutôt ça. Certaines marques l'utilisent uniquement sur du post-achat, quand d'autres, et de mémoire, pour une maison, je dirais pas laquelle, mais ça représente la 4e boutique. Le personnel shopping, le vendeur au téléphone. Ouais, okay. Le vendeur au téléphone. C'est pas forcément le social media et un peu live shopping qu'on va faire ou qu'on peut avoir en Asie. C'est vraiment le client appelle la maison de façon à l'ancienne avec son téléphone et là il y a une capacité de vente qui est énorme et qui vraiment génère un upsell qui est vraiment très important. Ces vendeurs-là sont entraînés, trainés comme les vendeurs boutiques. Ils ont les mêmes logiciels, ils ont les mêmes formations, ils ont tout ça. Et donc là, il y a une complémentarité en fait de l'expérience et de la relation client. Donc ça, c'est très clair. Après, de là à animer un live shopping, c'est souvent des personnes qui sont un peu dédiées à ça parce que, encore une fois, c'est pas forcément les mêmes. Il y avait eu des expérimentations qui avaient été faites, notamment pendant le Covid, pour basculer certains vendeurs en télétravail et donc qui répondaient par écrit à des questions et des chats je ne sais pas aujourd'hui comment ça a évolué. Ça avait été plutôt bien pris d'ailleurs par la force de vente qui parfois aussi, et ça il faut le mettre en rapport avec l'évolution des conditions de travail, les conditions des demandes aussi de certains collaborateurs et donc oui, c'est une façon d'avoir un jour de télétravail, de parfois répondre à l'écrit, mais pour répondre à l'écrit de façon correcte, il faut avoir les capacités de rédaction qui sont nécessaires pour atteindre les standards de qualité de la maison. Ou le bon outil qui relie et corrige et s'assure de bien formuler. Voilà, en tout cas, c'est au moins ça, parce qu'aujourd'hui, on le voit très clairement, même sur ce sujet-là, l'IA ne doit pas répondre aux clients en direct. L'IA peut proposer des suggestions de réponses, peut proposer des choses, mais il y a toujours ce go-no-go de l'humain qui fera qu'il appuie et qu'il envoie au client ou pas. Ça, c'est très clair et tout le monde dit la même chose. Ce dont on avait parlé aussi, alors nous, on voit en ce moment les discussions qu'on a, c'est autour du personal live shopping. Donc en gros, tu as face à toi un vendeur, un conseiller qui peut comprendre ton besoin et te proposer des choses. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est avec Maud Funaro du Printemps, elle y est plus aujourd'hui, mais qu'on avait parlé de ça aussi. Des espaces en boutique
où tu peux avoir le service et l'expérience de la marque en boutique, mais potentiellement un vendeur à distance qui est un spécialiste sur tel ou tel produit. Mais ça, cette partie vente à distance, dans ce cas-là dont tu parles, moi j'étais plus sur un TikTok shopping, un live shopping, Insta ou ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis relativement longtemps. En fait, tous les bons clients des vendeurs de luxe ont leur numéro de téléphone. Et donc, ça passe par un coup de fil, ça passe par un WhatsApp, ça passe par... mais que ça soit sortant le vendeur qui a reçu une pièce, qui pense que ça peut intéresser Madame X, et donc qui va lui envoyer la photo en disant « Tiens, j'ai reçu cette pièce, qu'est-ce que ça vous intéresse, ça vous intéresse pas ?» Ou au contraire, c'est un push client qui appelle son vendeur en disant « J'aimerais telle et telle pièce, est-ce que tu peux me faire une présélection ?» Et donc, sur des clients fidèles, ça fonctionne déjà extrêmement bien. Et je pense ce que disait Maud, c'est par rapport au personal shopper du printemps, où là, effectivement, c'est aujourd'hui un service qui est gratuit, quel que soit, c'est pas pour faire de la pub au printemps, mais en tout cas, c'est un service qui est gratuit, qui est ouvert à tous les clients finalement, alors qu'on pense généralement qu'il faut un minimum d'achat, qu'il faut uniquement une robe de cérémonie, quoi. Autre tendance au signal faible qu'on peut voir ou entendre, dont on parle en tout cas ces derniers temps, c'est un peu le consommateur schizo qui veut consommer immédiatement sur Shein mais s'interroge sur la planète, qui veut du luxe mais pas cher. Est-ce que tu as une vision là-dessus ? Est-ce que tu vois des choses sur le luxe, en fait, si on vient par rapport à il y a 2 ans, il s'est passé l'augmentation des prix qui a été énorme et qui en fait a exclu un certain nombre de clients qui ne peuvent aujourd'hui plus s'offrir les produits de façon relativement pragmatique. Donc, de réponse à ça, la seconde main, qui est aussi une vraie réponse, et là je parle hors beauté globalement, mais globalement oui, c'est quand même cette seconde main qui permet d'avoir des produits moins chers. Alors je parle pas forcément même d'horlogerie qui, une fois que c'est sorti de la boutique, prend encore de la valeur, même si les cours ont quand même pas mal baissé récemment. Mais en tout cas, c'est une vraie réponse. La deuxième réponse, ce sont les dupes. Et c'est vraiment un sujet aussi du moment où finalement c'est une proposition de valeur. C'est quoi les dupes ? Les dupes, c'est un produit qui ressemble à un produit de luxe, qui n'en est pas forcément un, qui va reprendre les codes des produits de luxe, mais qui n'a pas le logo. Mais c'est pas non plus une imitation. Ça peut être une imitation. En fait, les frontières, en fait, ce nouveau mot marketing recouvre pas mal de choses. Ça peut être la vraie contrefaçon, imitation qu'on a toujours eue depuis de très très nombreuses années, ou ça peut être, ça regroupe aussi les inspirations. Voilà, ça peut être une inspiration relativement proche parfois, mais en tout cas, c'est pas forcément l'exacte copie. Ou alors c'est des choses de moins bonne qualité, bien entendu. Et tu en as partagé un, je crois, cette semaine sur ton LinkedIn. Oui, alors... Je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à aller suivre Nicolas Rebet sur REBET, je l'ai déjà dit, mais sur LinkedIn, parce que tu partages pas mal d'infos. C'est Cora Dior, c'est hallucinant. C'est hallucinant, effectivement. Donc, bon, je regarde évidemment les dupes, mais je regarde encore plus les dupes de boutique. Comment tout ça, ces marques-là, parfois, peuvent s'exprimer. Et effectivement, la semaine dernière, j'ai trouvé ce pop-up de la marque. Alors, ils se disent sino-française de prêt-à-porter pour femmes haut de gamme qui s'appelle déjà Cora Dior. Et le pop-up, en fait, reprend des codes relativement grossiers malgré tout. On va quand même le dire. C'est pas dans la finesse parce que certaines marques dupes sont extrêmement fortes et sont quasi aussi. Je ne vais pas dire aussi bonne parce que ça serait un peu extrême, mais en tout cas propose une forme d'expérience de marque qui est très élevée. Là, pour moi, on n'y est pas par rapport à une marque de luxe. Les produits en soi sont plutôt élégants. Je ne vais pas dire que... mais on a repris un rose qui ressemble de façon très très proche à un Miss Dior, à des pop-up Miss Dior qu'on a pu voir récemment. La typo de la marque reprend une typo qui existe, et la marque, ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai cherché un petit peu, existe malgré tout depuis 2012. Donc on n'est pas sur un phénomène, sur une marque qui aurait 1 an ou pas. Voilà, c'est quand même quelque chose qui a été implanté. L'usage du nom peut... et encore une fois, je ne juge pas
parce que je ne suis pas expert en propriété intellectuelle ni quoi que ce soit. Moi, je constate qu'il y a un nom qui ressemble à une marque française et qui a un pop-up qui réutilise des codes français, qui réutilise des codes de la maison qu'on connaît et qui propose une sorte d'expérience. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un bon... J'ai vu aussi, moi qui suis très grand fan de Ralph Lauren, des boutiques Polo. Donc ça s'appelle Polo. C'est bleu roi, comme bleu foncé, comme Polo Ralph Lauren. Et on a l'univers du polo. Enfin, vraiment, ça ressemble. Et sur une boutique, je voyais même un écriteau qui disait « N'achetez pas de la contrefaçon, achetez chez nous », alors qu'ils le sont. Enfin, alors qu'ils le sont, c'est comme le Coradior. Ils le sont, polo, voilà. Ouais. Et là, c'est encore quasi plus évident, parce qu'effectivement, le nom Ralph Lauren n'est jamais cité. On a Polo en jaune sur fond bleu. Un logo, mais très similaire, très proche. Un mec sur un cheval qui fait du polo. Voilà, le logo est similaire. Le polo, la façon avec la typo est la même sur un jaune sur fond bleu. Les produits, quand on les connaît bien, on se rend relativement vite compte que pour 2 achetés, 1 offert, c'est pas tout à fait la politique de Ralph Lauren aujourd'hui, et la qualité des produits n'est pas là. Mais en soi, c'est un des très très bons exemples de dupe retail où on va jusqu'à imiter les vraies boutiques de la marque. Hyper intéressant. Je crois que c'est US Polo ASSN. Il y a celui-ci et il y en a encore une autre. Ok. Enfin, moi j'en avais vu vraiment une autre où on était sur du polo. Quand on préparait l'épisode, tu m'as aussi parlé de Pink Tea. Oui, alors les Pink Tea, c'est encore P-I-N-G-T-I. C'est un dupe aussi, mais c'est quasiment un produit qui utilise le même cuir, quasiment les mêmes, qui sortent les mêmes manufactures, exactement, où on va pas forcément avoir le logo final ou l'étiquette avec la marque, mais ce sont des imitations, voire des produits de grande qualité. Ça existe aussi. J'ai pas trouvé le Pink Tea en retail pour l'instant. Le Pink Tea de la boutique, mais ça peut peut-être arriver. Dans des malls, voilà, on voit Balmain. Il y a des Balmain qui existent, qui ne sont pas du tout de la marque Balmain et qui vendent du Balmain dans des boutiques qui peuvent, relativement vite fait, ressembler à la maison Balmain. Nicolas, c'est génial, c'était passionnant. Si je cumule les 2 épisodes, ça fait déjà 1h10 qu'on se parle. Vous pouvez remarquer d'ailleurs la coupure si vous regardez cet épisode, puisque maintenant la plupart des épisodes sont disponibles sur YouTube et vous verrez nos tenues différentes. On ne s'est pas changé en cours d'épisode. J'aimerais atterrir tranquillement en te demandant si tu as une vision du futur de la boutique, le futur du retail en premium ou en luxe. Il y a des choses pour moi qui vont rester et en fait, avec le recul du Covid, on voit l'importance, et je rappelle, de la boutique dans le parcours de vente. Aujourd'hui, on va dire entre 70 et 80%, on en avait parlé en tout début, mais du chiffre d'affaires est toujours réalisé en boutique. Et on est sur cette stabilisation. Donc, ce qu'on disait pendant le Covid, la boutique va disparaître. Là, on peut à peu près sûr que ça ne sera pas le cas. Ça, c'est un vrai point. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus trop sur de l'expansion. Ou alors, on va être sur de l'expansion très stratégique. On est plutôt sur une phase de rentabilisation de ce qui existe. Ça, c'est sûr. L'expansion, ça va être typiquement la Thaïlande parce qu'il y a un momentum là-bas, il faut y aller, et il y a une traction. Mais au global, on voit qu'il y a une concentration aussi des boutiques de luxe. Les marques ferment assez peu de magasins, mais les magasins qui sont transférés parfois sont encore plus concentrés. Donc il y a des hubs de luxe qui se créent, alors qu'avant on avait un peu plus de dispersion, on va dire, des villes de luxe. Donc ces hubs se renforcent au détriment de d'autres territoires. Très clair. Nicolas, merci infiniment. Merci à toi pour ton invitation, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Tu as travaillé, ou en tout cas tu as parlé avec la bonne brosse, non? Suite à l'épisode, je dis une bêtise. Ok.
Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour tous ces enseignements hyper intéressants. Vous retrouverez, chères auditrices, chers auditeurs, Nicolas Rebet sur LinkedIn et évidemment sur Retailoscope, Oscope. Retailoscope, c'est bien ça, il met bien un O. RETAILOSCOPE, retailoscope.com. Merci à toi. Merci à toi, c'était un plaisir. Et merci à vous toutes et tous, je vous dis à bientôt. Salut.